Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du télétravail de Würth Électronique France pour une nouvelle session technique. Aujourd'hui, le sujet du jour va concerner le choix des capacités dans un convertisseur DC-DC. Voilà, donc mon nom est Paul Lenezette, je suis FAE au sein de l'équipe en France, au sein de l'équipe FAE France. La personne qui va vous présenter aujourd'hui le sujet, c'est Alain Lafuente, qui est un collègue qui est dans le sud de la France, qui est au soleil en ce moment, qui va vous parler pendant 30 minutes environ du sujet du jour. À la suite de ces 30 minutes, on passera une petite quinzaine de minutes à répondre à vos questions, et plus si nécessaire. Donc voilà. D'un point de vue très pratique, hop, je passe au slide suivant. Voilà nos têtes, chose que j'avais pas montré. Voilà, 30 minutes de présentation, voilà. Pour le confort de la présentation, donc merci de couper votre micro, pas besoin de votre webcam également. Si vous avez besoin de poser des questions sur l'interface, si vous ne la connaissez pas encore, il y a moyen d'avoir un petit onglet dans lequel vous pouvez poser la question. Vous pouvez lever la main aussi, en sachant que la main levée, pour être tout à fait honnête, on la regarde surtout à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin. Pas de souci. Voilà, le petit endroit où on peut poser les questions. Voilà, voilà, voilà. Et je crois que je vais passer donc la main à mon collègue qui va pouvoir vous faire sa présentation. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, Alain, tu présentes ton écran. Tu m'as pas. Alors, C'est bon? oui, C'est bon? changer de présentateur. Hop, voilà, pardon, il faut que je donne. Vous aviez une magnifique image de la plage. C'est Bon, ça. voilà, c'est pas mal aussi, hein. Maintenant, on a Ok, bientôt le droit d'y retourner. ok. Donc normalement, vous avez la magnifique slide de présentation. Yes. Donc bonjour à tous. Je suis Alain, ingénieur d'application aussi chez Würth Électronique. Aujourd'hui, pour ce premier apéro webinar post-confinement. Donc, on va parler de CAPA. Donc, j'espère que ça s'est bien passé la première semaine pour vous. Je ne sais pas où c'est que vous êtes localisé, si vous êtes en zone verte ou en zone rouge. Mais bon, bah, écoutez, hein, on va y aller tranquillou. Si vous avez des questions, comme il a dit, vous pouvez les poser. Et si j'arrivais à choper ma souris en même temps, ça serait sympathique pour que je puisse faire des pointages, mais elle veut pas. C'est les joies du live. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement, si possible. Option pointeur, pointons, youpi. Voilà. Donc, en avant. Quand on fait de la CAPA, pour moi, la CAPA est un composant qui est très mal aimé par les gens, par les designers et aussi par les acheteurs. On aura l'occasion de reparler de la CAPA céramique et des allocations qu'il y a pu y avoir l'année dernière et l'année d'avant. Euh, parce que quand on achète une bobine de capa céramique et que le prix du plastique de la bobine est plus cher que les 10 000 céramiques enroulées dessus, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. En utilisation aussi, il y a quelques paramètres qui sont souvent manquants parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour du fonctionnement de la capa. Euh, un petit parallèle avec l'inductance après, mais comment retrouver facilement l'équation d'une kappa et comment interpréter son comportement en fonction des paramètres? En fait, c'est facile. Tout ça vient au global d'un monsieur Maxwell qui était en confinement sûrement à son époque aussi. Et lui, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas les réseaux sociaux, donc il se faisait chier dans son coin.
Et il s'est dit, si les équations, notamment l'équation d'Ampère, doit être vraie tout le temps, puisque c'est l'intégrale du champ sur un contour fermé, quelle que soit la forme du contour. Ça se démontre mathématiquement. Donc, ça doit être égal à mu0i. Donc, si je prends une forme quelconque qui a sa base sur la zone 1, le courant qui rentre égale au courant qui sort, l'équation, elle est validée. Si je prends une forme de 3 dimensions avec la zone 2, c'est validé, hein, je prends toujours la même base. Courant qui rentre, courant qui sort, il est toujours là. Sur la 4, c'est pareil. Par contre, si je prends la forme numéro 3, Ampérian loop, c'est juste pour se la péter parce que c'est marqué, c'est la loi d'Ampère, donc c'est la boucle d'Ampère, mais c'est juste, si ça s'était appelé Tartampion, ça aurait fait moins classe. Donc, par contre, sur le 3, le courant qui rentre, il n'y a pas de courant qui sort. C'est le paradoxe de la kappa. Donc, Ch'ti Pépère, il s'est dit, pour que l'équation soit validée, il faut impérativement trouver quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le courant de déplacement. Puisque j'ai un courant physique avec un flux d'électrons d'un côté, j'ai un courant flux d'électrons de l'autre, j'ai rien entre les deux, donc il y a un problème métaphysique là-dedans. Donc il a dit, dans ce cas-là, ce qui doit se passer, c'est que j'ai un courant de déplacement et ce courant de déplacement va être la variation temporelle du flux électrique. Donc là, je parle de flux électrique et là, je parle d'un flux d'électrons, ce qui va avoir pour conséquence de créer le même champ magnétique à chaque endroit. Donc, si je n'ai pas un flux d'électrons, j'ai une densité ou j'ai un flux de champ électrique qui va remplacer ce flux d'électrons. Et donc, l'équation est vérifiée dans ces cas-là. Partant de ce principe, on va pouvoir redévelopper toutes les équations pour les kappas en faisant intégrer la permittivité, qui est en fait la capacité du condensateur à réagir avec un champ électrique et plus la forme géométrique du condo, ce qui est complètement similaire à l'inductance, puisqu'elle fait jouer excepté le nombre de tours, elle fait jouer la perméabilité, qui est la capacité à réagir avec un champ magnétique, avec la géométrie du matériau et la distance, le chemin moyen du champ magnétique. Et pour la kappa, eh bien, c'est la distance entre plaques, qui est sensiblement la même chose. Donc, si le volume et si la surface englobe exactement tout, eh bien, le champ généré, le flux électrique généré est proportionnel au courant. Donc, le courant de déplacement est égal au courant d'électrons. That's it. Comment récupérer l'équation de la kappa? Eh ben, c'est facile, on prend deux plaques, on met des charges positives, des charges négatives, il y a un courant, un champ électrique dedans. Je mets à l'intérieur une charge et je regarde ce qui se passe. Donc, la charge à l'intérieur, elle va expériencer une force. La force, c'est la charge fois le champ électrique. Et si j'ai envie de la déplacer, donc il faut que je fasse quelque chose pour la déplacer sur une distance. Eh bien, ça s'appelle le travail. Le travail, c'est la force sur la distance, qui est QED. Et par définition, hein, puisque souvent on sait ce que c'est un courant électrique, mais quand on demande qu'est-ce qu'une tension, dans le meilleur des cas, on a la réponse, c'est une différence de potentiel. Oui, mais c'est quoi? Et là, souvent, les gens commencent à transpirer. Donc, la tension, c'est quoi? C'est la quantité de travail par unité de charge. Hein, donc, c'est la quantité que j'ai besoin pour déplacer cette charge sur une distance, différence de potentiel, blablabla.
Donc, une fois que j'ai ça, et puis je peux récupérer mes équations de Maxwell pour le champ électrique avec la quantité de charge à l'intérieur de mon volume ou de ce que j'ai envie ou de ma surface, la perméabilité, la permittivité du vide et la surface de ma plaque, puisque là, je prends deux plaques parallèles. On y arrive. Donc, je fais un petit changement de data pour avoir la tension qui est égale à la quantité de charge multipliée par la distance, permittivité, cross-section. Donc là, on commence à reconnaître un petit peu l'équation de la kappa qu'on connaît tous. Par définition, donc ça, c'est un take it ou leave it, c'est un axiome, il n'y a pas de démonstration derrière. On dit aussi que la tension, c'est la quantité de charge par Coulomb, parce que c'est M. Coulomb, il a dit, donc on le prend comme tel. On fait les remplacements donc pour faire sortir la kappa. Donc, la valeur de la kappa, c'est la permittivité multipliée par la surface divisée par la distance. Si je rajoute un diélectrique à l'intérieur, et pourquoi je rajoute un diélectrique à l'intérieur, c'est juste pour pouvoir jouer et changer la permittivité, un peu comme je vais jouer en changeant la perméabilité d'une inductance en changeant de matériau. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que le champ net va être inférieur parce que j'ai rajouté une perméabilité, une permittivité supplémentaire dans le matériau, puisque je vais créer un champ électrique opposé en fait. Et donc, ce qui fait que pour la même quantité, je peux réduire ce champ électrique, ce qui va me permettre de pouvoir augmenter de beaucoup la valeur de la kappa à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui se passe. Comment stocker l'énergie? Je vous passe les calculs. Hein. On n'est pas là pour transpirer avec des maths, mais comme ça, vous les aurez si vous avez besoin. Donc, je prends une quantité infinitésimale que je vais déplacer comme tout à l'heure. Et puis, je fais l'intégration et on arrive à la vieille équation 1 demi de C V carré. Et si je fais un comparatif avec les inductances et les kappa, donc je peux voir au nombre de tours près que l'équation de l'inductance par rapport à l'équation de la kappa, c'est complètement la même philosophie. D'un côté, je joue avec un champ magnétique, avec l'inductance. De l'autre côté, je vais jouer avec un champ électrique, mais j'ai la longueur moyenne du champ magnétique, j'ai la distance entre les plaques. Donc, c'est très, très similaire. Les énergies aussi, hein, c'est un demi de LI carré et un demi de CV2. Les énergies stockées, qui sont aussi très, très proches. Donc, l'inductance joue avec le champ magnétique, la kappa joue avec le champ électrique. Quand on fait du filtrage, on essaye de composer avec un champ électromagnétique et on ne sait jamais ou pas souvent quelle est la part de champ électrique ou la part de champ magnétique qui va dominer, parce que ça aussi c'est fonction des impédances et de l'application. Donc, l'idée, c'est si je dois dealer avec un champ électromagnétique, eh bien, une combinaison d'inductance et de kappa est a priori quelque chose d'idéal plutôt que de faire tout inductif ou tout capacitif. Tout capacitif, pourquoi? Parce que les notes d'application des fabricants d'IC ont plutôt tendance à privilégier la kappa parce que l'inductance ou la ferrite, ça a mauvaise réputation, c'est sale. Si je mets une ferrite, c'est parce que je fais du bruit. Si je dois absorber le bruit, c'est que mon IC est pas bon. Donc, c'est pas sexy. Et marketingment parlant, ça va pas. Donc, tout capacitif, les gens sont très habitués au kappa, donc c'est pas sale, ça fait joli sur une carte, une petite céramique de ci, de là. Donc, vous en trouvez à tort et à raison sur les notes d'appli. Voilà, ça c'était juste pour l'introduction, pour que vous vous habituiez à mon accent un peu pourri.
Je suis basé à Nice, je suis niçois, mais probablement que vous étiez en train de me situer du côté de l'Alsace ou du nord de la France, et pour les plus extrémistes d'entre vous, peut-être derrière la frontière. Allez, feu. On continue. CAPA dans l'alimentation à découpage. On va prendre comme exemple l'abaisseur de tension parce que c'est la topo la plus simple possible. Si vous avez compris les équations de l'abaisseur ou du buck, vous allez comprendre et vous comprendrez toutes les autres topologies parce que c'est basé exactement sur le même principe d'état d'équilibre. Donc, si j'atteins un état d'équilibre pour une topologie qui existe ou qui va exister parce que vous êtes en train de développer une nouvelle topologie, l'équation de base, c'est l'état d'équilibre. Donc, tout ce qui se passe pendant le T-on doit se retrouver pendant le T-off. L'énergie ne peut pas disparaître et je ne peux pas en créer sans l'avoir pris quelque part. Quelle est la plus simple définition pour un abaisseur de tension? Eh ben, c'est super facile. Je prends un signal carré. J'abaisse la tension, hein, puisqu'en moyenne, si je découpe la tension d'entrée, j'aurai une tension de sortie. Sauf que c'est pas admissible en électronique parce que je connais aucun IC qui puisse supporter ces signaux carrés. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je le balance dans un filtre LC pour récupérer sa composante continue. Après, il y aura toujours quelqu'un qui va me parler de ces EM et qui me dit, bon, ton signal carré, il n'est pas si carré que ça, il a plein d'harmoniques, donc tu vas émettre du bruit un petit peu partout, c'est pas admissible, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, ah ben, je vais mettre une petite capa de filtrage à l'entrée de mon IC pour éviter que le bruit se propage. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, il peut se passer, ouais, mais tu as un transitoire aussi. Et il faut que tu puisses apporter de l'énergie sur un transitoire, c'est-à-dire un appel de courant d'un pros qui d'un état où je travaille en mode pépère. Et là, je me mets en mode, j'ai un gros process à travailler. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de courant. Donc, je fais un appel sur un pouillème de temps de quelques ampères. Donc, il faut que mon alim à découpage puisse réagir assez vite en fonction de l'inductance que je vais avoir en l'entrée. Ça peut être une inductance parasite parce que j'ai la longueur des pistes qui rentre en jeu, ou ça peut être aussi mon inductance de filtrage parce que je suis obligé de mettre un filtre minimum LC à l'entrée de mon alim pour éviter les bruits. Donc, l'appel de courant sera automatiquement ralenti par l'inductance. Donc, comme je ne peux pas la tuer, l'inductance, il faut que je la gruge, et en la grugeant, je vais mettre un réservoir d'énergie juste après le filtre pour pouvoir, à la place de venir chercher l'énergie tout au début de ma chaîne d'alimentation, je mets un petit réservoir ici pour que le transfert d'énergie se fasse beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on va focuser sur le calcul de la kappa ici de Ripple, la kappa de sortie avec quelques commentaires. Et mercredi prochain, il y a un autre webinar où on parlera plus spécifiquement des kappas transitoires, donc que ce soit celle de l'entrée ou une façon différente de calculer la kappa de sortie pour absorber les transitoires pendant que je fournis l'énergie. Donc, si je regarde ce qui se passe en sortie, le Ripple, ça c'est le courant le Ripple courant dans un mode continu de l'inductance. Qu'est-ce que voit la kappa? La kappa voit l'image de ce courant moins la composante continue. Donc, la courbe bleue, c'est la contribution de l'ESR, c'est juste l'image parfaite de ce courant, moins la composante continue. Et après, la courbe noire, c'est juste que c'est l'équation de la kappa. J'intègre une droite, ça me fait quelque chose au carré, donc c'est une paraboloïde kappa parfaite. Je superpose les deux parce que j'ai une contribution de SR et de kappa. Ça me donne la courbe rouge. En fonction de la valeur de l'ESR, je serai plus ou moins trapézoïdal. Et comme nobody is perfect,
j'ai aussi une inductance parasite due à la construction, due à la longueur d'épine de la capa. Donc, je vais rajouter une petite chouille de SL dans la capa. Donc, ça peut donner ce genre de choses. Et quand j'ai un transitoire, un appel de courant, je vais avoir des undershoots et des overshoots qu'il va falloir aussi que je contrôle parce que je ne peux pas balancer un pulse à plusieurs centaines de millivolts dans la tête de mon IC. Et je ne peux pas non plus descendre en dessous d'un seuil parce que sinon je risque de le mettre en off parce que j'aurais tapé son under voltage lockout. C'est pas mon chien qui est en train d'aboyer dehors, c'est le chien du voisin, désolé. Je suis en home office. En pratique, on va rajouter aussi les éléments parasites de l'alimentation à découpage, plus ou moins inconnus, les RDS-ON, les ESR ou les RDC, des inductances, les parasites sur la ligne, les parasites du design et les éléments parasites des kappa ou des diodes ou de ce que vous voulez. Il y a un peu d'inductance, un peu de kappa parasite, un peu de SR qui traîne. Donc, je risque d'avoir des résonances qui traînent un peu partout. Donc, en gros, pour le filtrage, deux grosses bandes de filtrage à faire. Tout ce qui va regarder la fréquence de découpage et c'est probablement deux premiers harmoniques et toutes les résonances à quelques dizaines de meg, puisque comme les éléments parasites sont réputés petits, de quelques nanos, de quelques pifs, donc on va parler de dizaines de meg à quelques 100, 200 meg pour avoir du bruit en mode rayonné. Donc il faudrait penser à le filtrer aussi. Pour la capa d'entrée, on va faire un calcul tout simple. Parce que dans cet exemple-là, ce que je veux faire, c'est que je veux limiter au maximum le ripple de tension en mettant une capa juste au cul de l'IC sur le VIN. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'équation de la capa, c'est juste une variation de charge pendant le temps. Donc, ma variation de charge pour la capa d'entrée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un fait ma capa? Ma capa, elle travaille que quand je suis en T-on, quand il y a un mouvement de courant ici. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le courant de sortie moins le courant d'entrée pendant mon T-on, donc DT. Mon courant d'entrée, je ne le connais pas et j'ai envie de travailler avec le courant de sortie. Donc le courant d'entrée, parce que je vais considérer c'est juste un chemin direct, c'est le courant de sortie pendant T-on. Et pour se la péter un peu et pour être un peu accurate, on va rajouter un petit peu de rendement pour intégrer quelques pertes dans l'alimentation. Donc, on remplace tout ça. Donc, j'ai ma variation de charge qui est comme ça. Ça, c'est juste des maths. Donc, on va récupérer delta Q, CDV, blablabla, blablabla. On va pouvoir modifier le delta Q en faisant sortir la valeur de capacité plus le ripple de tension que je désire obtenir pour le contrôle. Donc, ça, vous retrouvez ces équations souvent dans la littérature. Moi, ce que j'aime pas dans ce cas-là, c'est que ces équations arrivent comme des pop-up. On sait en général pas d'où ça vient. Et moi, quand je ne sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à travailler dessus parce que je ne sais pas quels paramètres modifier et qu'est-ce que ça engendre derrière la modification. Donc là, c'est juste l'explication de d'où ça vient pour être tranquille. Courant, pareil, le courant, il faut calculer les courants RMS pour être sûr que la capa ne chauffe pas trop et qu'elle ne soit pas satellisée. Ce qui est important aussi avec les capas céramiques, bien que personne ne donne les valeurs des courants pour les capas céramiques, ce qui n'est une aberration mentale, parce qu'une capa céramique, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un produit magique, ça supporte pas n'importe quel courant de la création dedans. Je peux pas passer 10 ampères dans une capa en me disant j'ai pas DSR, ça va passer tranquille.
Non, il y a des choses à faire, il y a des caméras thermiques à utiliser pour voir les échauffements, ou il faut demander aux manufactureurs les valeurs RMS qui sont pas dans les specs. Donc, comment faire le calcul? Ben, en fait, comme le courant dans l'inductance, c'est un trapézoïde, eh bien, il faut faire le root mean square de tout ça en prenant comme approximation une équation de Fourier qui dit que le RMS, c'est égal à la racine carrée de la partie DC au carré moins la partie AC au carré. Et ça permet de pouvoir prendre comme simplification en disant la partie AC passe dans la kappa, la partie DC trace dans l'alimentation. Parce que sinon, on peut, enfin, c'est compliqué en faisant des maths. Donc, en avant Guingamp. Et on peut y aller. Hein. Donc, là, le trapézoïde en root mean square, ça peut s'écrire sous cette forme bar-bar. Les démonstrations sont disponibles si vous avez envie. Et si vous avez le temps, vous pouvez les refaire. Il y a plusieurs variations de format d'équation. Celui-là, il était mignon, donc on a utilisé celui-là. Et pour le kappa RMS, donc avec l'équation de Fourier qui va vous permettre de pouvoir prendre ces deux calculs et de faire le calcul du courant RMS de la CAP. Juste une petite application numérique pour faire joli. Normalement, comme on peut faire ça en séminaire live, je mets des valeurs pour que les gens puissent commenter. Là, vous n'avez pas de chance, vous pouvez que juste m'écouter. Donc, même si je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas m'insulter. Donc, pour cette application, j'ai choisi d'essayer d'avoir un ripple de courant, de tension en entrée, pardon, aux alentours de 50 milli. Donc, en utilisant l'équation précédente, ça me fait une kappa de ripple à 19,4 micros. Bon, c'est juste une application numérique parce que c'est comme ça. Et la valeur RMS à 500 milliampères. Kappa de sortie, parce que le temps passe vite quand même, il va falloir que je me bouge un peu. Kappa de sortie, en général, ce qui est marrant avec les kappa de sortie, c'est qu'à la sortie du buck, on a une inductance et puis on a une kappa, donc ça fait un filtre du second ordre. On ne calcule jamais le filtre du second ordre, on calcule l'inductance pour dealer avec le ripple de courant et on calcule la kappa pour dealer avec le ripple de tension. On se penche rarement sur la fréquence de coupure de ce filtre-là, qui est gratuit, puisque j'achète l'inductance d'un côté et la kappa de l'autre pour deux jobs différents. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ils me font un deuxième job. Ils font du filtrage. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est en fonction des ripples. Donc, ça, c'est juste un slide. En fonction des ESR, vous pouvez avoir différentes têtes de ripples de sortie. En prenant un scope, si ce n'est pas vous qui avez fait le design et que vous êtes en train de jouer avec la carte d'un copain, vous pouvez voir directement, juste avec la tête du Ripple, quel type de kappa en sortie il a utilisé. Bon, et comment on dealer avec. Non. Kappa de sortie, c'est toujours pareil, hein, c'est du delta Q, CDV et pas plus. Donc, j'ai toujours mon joli trapézoïde. Je vais calculer la variation de charge pendant le T-on et pendant le T-off. C'est écrit ici et on retrouve la bonne vieille équation que tout le monde utilise quand il n'a pas envie de travailler trop fort. Kappa théorique, je prends un delta I multiplié par la période divisé par 8C. Si c'est une céramique, ça peut-être être acceptable parce que j'ai un faible ESR. Si c'est tout autre chose que de la CERA, c'est juste un calcul en première approche qui permet de ne pas faire grand-chose. Un truc qui est marrant, c'est on parlait de filtre LC en sortie. Donc, ça serait cool de pouvoir faire apparaître la fréquence de coupure du filtre immédiatement quand je fais le calcul pour avoir une idée. On va essayer de le faire. Donc, ça, c'est le SR. Yes.
Non, ça c'est sans l'ESR, pardon. Donc, le ripple de courant pendant le T-on de l'inductance et pendant le T-off, mon équation de tout à l'heure. Donc, ben, je vais remplacer le delta I par quelque chose qui m'intéresse un peu plus parce que je veux faire apparaître le L. Hop, on y va. Je dis que le delta I, c'est ça, le V out divisé par LT off. Je remplace dans l'équation. Je commence à avoir un LC qui apparaît. Chouette, je m'approche de la fréquence de coupure. Je remplace le T off par 1 moins DT. Donc, je commence à avoir ça. Donc, ça, c'est ma fréquence de découpage au carré. Chouette. J'ai un LC qui est ici. La fréquence de coupure du filtre, il est là. Donc, le LC, je le remplace avec tout ce le joli monde, qui fait que j'ai mon ripple qui est proportionnel à la tension, et j'ai mon ratio fréquence de coupure sur fréquence de découpage. Qui fait qu'en fonction du ripple de tension que je veux donner à la kappa, eh bien, ça va me permettre de calculer immédiatement la fréquence de coupure du filtre. C'est quoi l'intérêt? Premier intérêt, c'est est-ce que cette fréquence de coupure du filtre va être intéressante pour ma CEM? Est-ce qu'elle n'est pas trop basse? Est-ce qu'elle n'est pas trop haute? Est-ce que je vais avoir besoin de rajouter un deuxième filtre à plus haute fréquence? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est en fonction de la compensation. Les pôles et zéros de ce filtre-là, il faut que je les inclue dans ma compensation. Et ça veut dire aussi que la fréquence de crossover ne doit pas être non plus trop haute, parce que si j'ai un transitoire avec un crossover qui est trop haut, eh bien je vais avoir une réponse qui est vachement trop rapide et je vais avoir un overshoot et plusieurs bumps derrière. Hein, c'est la réponse à un transitoire, à un échelon d'un système du second ordre. Donc, ça me permet de savoir, oui, ma fréquence de coupure ne va pas m'emmerder quand je vais faire ma compensation, ou sinon, oui, ça va me gêner et il faut peut-être que je retravaille un peu ce ripple-là. That's it. Contribution de l'ESR, bon, c'est jamais que la loi d'Ohm, on passe. Donc, pour la contribution que je donne en Ripple à l'ESR, ça me dit la valeur de résistance maximum que je ne dois pas dépasser. That's it. Application numérique pour comprendre un peu plus tout ça. Je veux 50 millivolts de Ripple, 1%, hein, donc puisque j'ai une tension de sortie 5 volts. Et je décide d'un commun accord avec moi-même, parce que c'est ma présentation et que personne ne peut me contredire. Vous n'avez pas la parole. 60% sur le SR, 40% sur la kappa. Pourquoi? C'est juste parce que je n'avais pas envie d'écrire 50-50. Donc, avec 60% de ripple sur le SR, ça me fait 30 millivolts, ce qui me dit que je ne dois pas dépasser 73 milliohms. OK. Ma fréquence de coupure est ici, j'arrive pas à la lire parce qu'elle est cachée derrière l'écran, mais ça doit être une 20 et quelques kilos de mémoire. Est-ce que c'est trop ou pas assez? C'est un débat ouvert quand on est en séminaire, là, admettons que ça soit bon. Donc, ça me fait une kappa de sortie à 3,3 micros parce que je deal avec 20 millivolts sur la partie pure capacitive. Les courants calculés, c'est un fait. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire. Ne jamais laisser une kappa toute seule, un s'ennuie. Donc, pour tuer un peu plus l'USR, on peut en mettre deux en parallèle. Moi, je ne les paye pas les kappas puisque je les fait livrer en échantillon gratuit, ce qui permet de limiter l'USR et de limiter les kappas. Le dernier point, avant que je me taise et que vous puissiez poser des questions, c'est un warning sur la tension vue par une kappa céramique. Parce que la tension qu'on donne dans la datasheet, ce n'est juste que la tension de travail, c'est-à-dire la tension sur laquelle la kappa ne va pas péter, exploser, être satellisée. Ça ne veut absolument pas dire que ma kappa travaille encore, parce que ce n'est pas la même définition. Donc, si vous regardez sur ce côté droit de l'écran, ça, c'est une fois que j'ai fait mon calcul, c'est mignon, c'est joli. Mais une fois que j'ai fait mon calcul de la valeur de kappa, il faut quand même que j'aille me sélectionner une kappa qui me donne la valeur que je voulais, parce que sinon, c'est un peu con.
Donc, ça, c'est des vraies mesures hein, qui sont faites chez nous. Notre logiciel, c'est Red Expert sur les capas céramiques. Vous allez retrouver exactement le bias, le DC bias, l'influence du DC bias sur la valeur de la capa. Donc, pour le calcul qu'on a fait, en sélectionnant différents boîtiers, on s'aperçoit eh ben, que je peux avoir des chutes drastiques de la valeur de kappa. Donc, si j'arrive avec une valeur à 3 micros, je peux me retrouver probablement avec un petit 1 micro sur mon design. Plus le vieillissement de la kappa, eh ben, je vais me retrouver avec quelques centaines de nanos. Donc, je vais avoir des problèmes de fonctionnement si ce n'est pas des problèmes de fumée quelque part. Et je ne vais jamais comprendre pourquoi. Donc, il faut impérativement que vous sélectionniez un boîtier. Quand on parle de valeur au-delà du microfarad, hein, de quelques micros en boîtier Serra, il faut sélectionner les gros boîtiers. Le 06, 03, c'est même pas la peine d'espérer. Le 08, 05, c'est même pas en rêve. Et le X5R, bah, c'est juste de la merde. Donc, c'est un minimum X7R qu'il vous faut et avec des gros boîtiers. Et le warning sur les gros boîtiers de nos jours, c'est que même si le business n'était pas espéré comme il a été sur la fin de l'année dernière, plus avec le Covid, avec les restrictions en Chine, dès qu'il y a un fabricant de téléphonie qui tousse un peu parce qu'il sort un nouveau produit et qu'il inonde le marché, les capas céramiques sont bouffés par ces fabricants-là. Et eux, ils utilisent du 0402 max. Ça veut dire que tous les fabricants font du 0402 max pratiquement de nos jours. Donc, pour trouver des boîtiers au-delà du 06, 03, ça court moins les rues. Qui dit courir moins les rues dit que ça va coûter plus cher. Et ça risque de pas durer éternellement parce que peut-être qu'un jour ou l'autre, les fabricants ils vont se dire bah, je tape plus du 12-10, je vais taper que du 04-02 parce que pour la même quantité de céramique, je vais faire plus de volume et plus de ventes. Et c'est ce qui risque d'arriver dans les quelques années. Donc la capa céramique, c'était mignon, c'était joli. Je vous conseillerais donc d'au moins de mettre des empreintes de polymère. Comme ça, vous êtes safe. Vous utilisez la céramique tant que vous avez envie, mais mettez une empreinte de polymère quand vous pouvez, bien sûr, pour des valeurs au-delà du micro, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais dans ces cas-là, mettez des polymères pour pas être planté en production et perdre des ventes pour un truc à une poignée de centimes. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous n'êtes pas tous partis et que vous n'êtes pas tapé la tête contre les murs. Si vous avez des questions, ben, je suis à votre disposition. Paul, tu peux reprendre la mimine si tu as envie. On t'entend pas. Ah oui, c'est mieux avec quand j'active le micro. Alors, Voilà. je suis content de voir que Guingamp est connu mondialement jusqu'à Nice, donc c'est parfait. On met de bonne humeur un vendredi. Donc voilà, donc pour poser vos questions, vous avez sur l'interface un peu le petit onglet ici, questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Pendant que vous réfléchissez aux questions et que vous les écrivez, moi je fais un petit laïus qui est habituel, mais qui est important à rappeler à chaque fois, je pense, hein, c'est pour vous rappeler que Würth Électronique en France, c'est des commerciaux sur le terrain. Donc, il y a forcément une personne physique qui passe de temps en temps dans votre société pour frapper la porte, pour essayer de discuter avec vous, pour avoir parfois des renseignements et qui vous paraissent peut-être de la violation de vie privée. Mais sachez que, bien évidemment, la RGPD chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement important et ces informations nous aident à vous apporter du support. Donc, c'est quelque chose d'important, bien sûr, discuter. Hein, nous, on est là pour apporter des choses.
à votre design. Donc, si le rendez-vous dure 10 minutes, ça dure 10 minutes et c'est très bien ainsi. Voilà, donc nos business, vous les connaissez certainement, vous les retrouvez sur notre site internet, c'est composants passifs principalement dédiés CEM et tout ce qui est convertisseur d'énergie, alimentation à découpage, des LED, des connecteurs, toute une famille encore de custom, de réseaux sans fil, etc., etc. Vous les connaissez déjà. Voilà, c'est des images que vous connaissez. Je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus. Quand ce JTT sera terminé, vous aurez la possibilité de nous recontacter à l'adresse isos-france@weonline.com. Ce séminaire, ce webinaire sera enregistré, un replay sera disponible. Et puisque vous êtes inscrit, vous serez averti de la mise en ligne de cet enregistrement. Voilà, puis après on est présent sur YouTube, sur certaines vidéos, sur LinkedIn, bien évidemment, vous êtes certainement au courant de nos publications. Voilà, donc je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Du coup, Ouais, Alain, je suis en train d'accord. de les voir. Passe peut-être la main sur l'écran. Tu auras peut-être besoin de Non, montrer. j'ai pas besoin de l'écran. Question intéressante, comparatif entre des ESR, des tantales et des électrolytiques. Les tantales sont de moins en moins aimés dans la nature du fait du riche Ross et autres trucs comme ça avec les matières interdites. Donc les tantales sont de plus en plus remplacés à ma connaissance. ESR, tantale et électrolytique polymère, kiff kiff. Il peut y avoir des valeurs en ESR de tantale un peu plus faibles, mais grosso modo, on n'a pas de très très gros changements. Dans ce cas-là, on pourrait aussi passer sur des versions céramiques horizontales pour remplacer les tantales. Revoir les calculs sur les CAPA. Le PDF sera disponible. Vous pouvez le télécharger pour revoir les formules tranquilles. Pour ceux qui ont des questions, on sait toujours, vous savez toujours où nous trouver. Les calculs ne sont pas les mêmes pour les boosts. Non, 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 pas tout à fait, mais c'est le même principe, hein, c'est du delta Q, c'est du transfert de charge. Donc, il faut regarder juste les courants et les formes de courants pendant le T-on et pendant le T-off. Donc, mathématiquement, ça change, philosophiquement, c'est la même idée. Mais on pourrait reparler du boost plus tard ou dans une autre appli. Voilà, tu as répondu quasiment à toutes les questions. Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. On peut vous laisser encore quelques instants si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors juste en attendant la prochaine question, donc habituellement vous aviez peut-être l'habitude de nous voir en séminaire différents coins de la France. Bon, sachez compte tenu de la situation, les séminaires en physique, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Il y a des chances que pour 2020, ça paraisse quand même très très compromis. Après, sachez que nous, on est prêt à aller vous voir chez vous en rendez-vous avec les commerciaux. Maintenant, c'est vrai que Avec le masque et les palmes et tout. voilà, avec tout ce qu'il faut. En fonction de la politique d'accueil, sachez aussi que tout ce qui est Webex, tout ce qui est rendez-vous à distance, ce sont des technologies qu'on a pas mal utilisées ces dernières semaines. Donc, on est plutôt au point. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, hein, même en ces temps où chacun reste chez soi. Voilà, tu as une nouvelle question. Alors. Quelles sont les valeurs max que l'on trouve typiquement en céramique? Oh, ça dépend le fabricant. Ça dépend le fabricant. Et ça dépend les approches. Je sais que nous, on avait des petits shortages à un moment donné sur les très très grosses valeurs.
Si vous voulez réponse à la normande, sur le site de Red Expert, si vous vous connectez, que vous faites une recherche de valeur de kappa, vous avez celles qui sont disponibles plutôt que celles maximum capables. Parce que ça peut être sur datasheet et on demand. Donc, celles que vous allez voir sur Red Expert sont celles qui ont en stock. Mais plusieurs dizaines de micros en céramique. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien, merci Alain. Euh, Pas d'autres questions? On a fait le tour. Il y a encore pas mal de monde en ligne, donc n'hésitez pas. Encore quelques petits instants, et puis bah, autrement, il est midi moins 13 à ma montre exactement. Donc, on est C'est là, vendredi. c'est là. Pour ceux qui sont en télétravail et pas au bureau, ben, bon apéro. Pour les autres, bon déjeuner en fonction de ce que vous allez pouvoir faire et trouver puisque les restos sont toujours fermés. Donc, bonne continuation à vous tous, bon courage, prenez soin de vous et faites gaffe. Voilà. Et merci pour votre temps. À bientôt. Mais bien sûr, t'as pas quitté la session, terminé le webinaire pour tous les participants.